Oui, ça fonctionne. Bonjour, enfin rebonjour à tous. Donc on passe à la troisième partie de notre journée. Je suis très heureuse de présenter cette table ronde. Et donc on va parler un petit peu maintenant plus concrètement de la mise en place de l'IA dans nos métiers de communicants et notamment plus spécifiquement de l'ESR. Donc voilà, on le sait, l'arrivée de l'IA bouleverse nos métiers, qu'on le veuille ou non. Amis, ennemis, attraction, répulsion, crainte. Comment intégrer l'IA dans nos pratiques et en tirer seulement le meilleur parti. Pour répondre à toutes ces questions, donc on a autour de la table 3 intervenants que je remercie pour leur participation et qui sont représentatifs aussi de nos métiers divers et variés de communicants au sein de l'ESR. Donc Céline Automaillot, donc directrice de la communication du groupe INSA, Marie Bonnet, graphiste au sein de la direction de la communication du CNAM, et Julien Lebonheur, qui est responsable de la communication scientifique à l'Université de Rennes. Donc l'idée, c'était de vous présenter effectivement différents points de vue sur cette introduction de l'IA dans nos pratiques au quotidien et des enjeux aussi que cela peut poser. Et donc, pour commencer, je vais vous laisser un petit peu vous présenter et nous partager comment vous intégrez l'IA dans vos équipes de com et dans votre travail au quotidien. Céline, pour commencer, donc tu as publié un billet récemment sur LinkedIn où tu parles de tous ces enjeux et où donc tu dis que l'IA est une matière à réflexion pour les métiers de la communication. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'introduction de l'IA dans ton travail au quotidien et plus particulièrement au sein du groupe INSA et les questions que cela a pu soulever? Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, ça marche, je crois. Donc moi, je suis directrice de la communication du groupe INSA, qui est un groupe qui réunit 7 écoles d'ingénieurs publics. Au total, on est 25 communicantes et communicants réunis dans une commission de la communication. Je le précise parce que du coup, ça pose un petit peu le terrain de nos réflexions, puisque l'idée de cette commission de la communication au sein du groupe, c'est vraiment à la fois de façon très pragmatique, gérer le quotidien des services communication, mais aussi avoir ces temps de réflexion communs sur toutes les transitions qui traversent nos métiers. Et donc l'IA en est forcément une. Et donc là, on le voit quand on en parle entre nous. Alors pour tout vous dire, on commence à peine à en parler. On voit que les pratiques des uns et des autres sont encore très hétérogènes. Et donc là, justement, on se dit qu'il est grand temps d'en parler de façon collective. Et donc après, on en reviendra sur ces sujets au sein de la discussion. Mais vraiment, l'idée, moi, je pousse mes collègues et je me pousse moi-même aussi à prendre du temps de réflexion avant de mettre un doigt dans l'engrenage et vraiment de savoir où on met les pieds avant de commencer à avoir des pratiques qui après, je crains qu'elles nous engagent dans des chemins qu'on n'aurait pas forcément souhaités. Donc on est vraiment à un temps au sein de la com et plus globalement aussi, je pourrais en parler au sein du groupe, on est vraiment dans un temps de réflexion et de formation finalement de façon très générale sur ce qu'est l'IA, ce que sont ces enjeux. Voilà, en très court. Merci. Marie, teste si ton micro fonctionne, c'est ça. Ça marche. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marie Bonnet et j'ai la chance de participer donc au grand groupe de la direction com du CNAM en tant que graphiste et infographiste. Donc moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle car j'ai une formation en illustration, en graphisme et ce sont des domaines qui ont percuté de plein fouet mes domaines professionnels qui ont d'abord été violemment accueillis par moi et par pas mal de mes amis et qui maintenant, pour ma part du moins, font vraiment partie de mon processus créatif et partie de mon travail au jour le jour et qui ont été tout à fait acceptés et assimilés par moi. Et donc je vous en parlerai ainsi que d'autres de mes amis qui sont eux aussi dans la filière artistique en tant que peintres, professeurs d'art ou BDistes, qui eux aussi ont différentes approches par rapport à ça. Donc je pourrais vous en parler et en témoigner si vous le voulez. Merci. Donc bonjour, Julien Lebonheur. Alors
J'ai un passé de professeur en lettres classiques et puis je suis passé aux sciences en devenant médiateur scientifique au Palais de la Découverte de Paris, en astronomie, astrophysique, séances de planétarium, tout ça. Et quand j'ai fait des séances de planétarium, autrefois, je ne parlais pas du fait que la Terre était plate ou ronde, c'était une évidence pour tout le monde. Ça a changé. Et aujourd'hui, dans mes fonctions de responsable de la communication scientifique, mon travail est vraiment de mettre les chercheurs en lien avec la société, et d'autant plus à mesure que le temps passe. Et l'IA, dans ce contexte de relations sciences-société, un outil que je trouve extrêmement délicat à manier. Alors, je travaille au sein de la direction de la communication pour situer un petit peu le contexte, et donc en lien aussi avec le réseau des communicants dans les différents laboratoires de l'université. Et on se pose un petit peu tous cette même question. Doit-on utiliser l'IA ou pas dans ce type de mission ? Bon, je vais aussi préciser par la suite, là, dans l'intervention, ce que c'est que la communication scientifique, parce qu'il y a des domaines où l'IA peut tout à fait être utilisée, mais il y a aussi un domaine, ce lien sur la société, sur lequel je vais insister beaucoup et sur lequel c'est plus problématique. Merci pour ta présentation. Pour commencer, donc on va un peu parler plus globalement des enjeux organisationnels, humains et culturels de l'introduction de l'IA dans nos pratiques. Avec une question de fond qui a été abordée aussi un peu ce matin et qui, je pense, doit être un peu en filigrane de tous nos questionnements en tant que communicants pour le secteur public, c'est est-ce que l'IA est l'opportunité de rendre un meilleur service ? J'ai lu récemment sur LinkedIn, alors il y en a peut-être d'autres, qu'il y a une des premières villes là, qui a sorti son chatbot pour répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à ses administrés. Donc voilà, on peut se dire, on est plus près du public, on répond, c'est une avancée, mais on sait tous que, et on en parlait justement, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ça, des limites aussi de l'IA là-dedans, dans le rapport humanisé qu'on souhaite avoir avec nos usagers. Donc voilà, en fond, moi j'ai cette question-là, et pour y répondre dans les enjeux organisationnels, comment on appréhende ça justement au sein donc on va en parler avec toi d'abord Céline, au sein de votre groupe, comment ça va être un facteur de transformation et comment vous arrivez à répondre à ces enjeux. Donc tu as commencé à nous parler des groupes de travail, voilà, comment vous vous en emparez pour que ça devienne une vraie question prise de manière globale et pas individuelle au sein du groupe, et que concrètement vous tendez vers une amélioration du service rendu grâce à l'IA ou pas. Oui, alors c'est vrai que, comme je vous le disais, on a des pratiques qui sont pour l'instant assez hétérogènes. Les collègues qui ont commencé à le tester l'ont vraiment, je pense, testé un peu par essai-erreur ou par curiosité pour voir un petit peu la puissance, notamment de ChatGPT, etc. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'il faut avoir une réflexion plus massive, comme tu le disais, sur quels peuvent être les apports et pourquoi on pourrait faire appel à ce service-là, à cet outil pour nos services publics. Moi, j'aime beaucoup ce que disait Alexandre tout à l'heure sur finalement cette différence qu'il faisait entre l'IA générative et les outils plus techniques. Tu citais le chatbot. Aujourd'hui, moi, c'est très personnel, mais je suis convaincue que pour nos services, l'IA générative pose beaucoup de questions. J'ai un passé d'ancienne journaliste, donc je pense que je me crispe très vite à la génération de textes. Je suis persuadée que ce soit dans les médias, moi je fais beaucoup de veille dans les médias, parce que je pense que tout ce qui est fait dans les médias, c'est des très bons poissons pilotes pour nous, nos métiers dans la communication. Donc forcément, tout ce qui est IA générative, génération de texte, moi je suis très hermétique sur ça. En revanche, là où j'ouvre un peu mes chakras, c'est sur tous les outils. Tu citais le chatbot, par exemple, une application sur laquelle on réfléchit, c'est de fournir des textes internes sur les admissions et puis ensuite de faire un chatbot qui va pouvoir répondre à nos candidats finalement en ayant une source qu'on maîtrise puisque c'est nous qui l'avons nourrie. Donc pour moi, il y a vraiment ces deux enjeux. L'IA générative, la génération de texte, oui, non, pour moi c'est plutôt non. Et les outils j'ai bien aimé aussi le mot d'irritant, aller finalement chercher là où techniquement on va peut-être être moins bon et voir en quoi ces nouveaux outils peuvent nous aider. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu ça l'enjeu pour nos services com. C'est vraiment de voir là où cet outil peut nous faire gagner en efficience, nous rendre meilleurs techniquement, tout en finalement ne galvaudant pas le sens de nos métiers, qui est la création, finalement le service aux administrés ou à nos candidats ou à nos personnels, en ayant toujours ce côté humain derrière. Voilà, c'est un peu cette différence que je peux faire aujourd'hui. Après, elle évoluera peut-être.
Et du coup, au niveau infrastructure, comment vous voyez la chose? Parce que justement, pour pouvoir voilà, bien construire les sources du chatbot ou autre chose, il faut que tout soit... du coup, c'est au niveau infrastructure de l'établissement. Est-ce qu'on est assez doté pour ça? Est-ce qu'on est assez armé pour, nous, dans les établissements de l'ESR, public ou école, réussir à répondre à ça technologiquement? Donc, Alors, je réponds pour le groupe, mais mes collègues auront certainement Oui, des réponses qui compléteront. Oui. Il y a une vraie question que vous devez tous avoir dans vos établissements. C'est par exemple les collègues qui veulent avoir un abonnement à ChatGPT. Les DSI tournent de l'œil quand on leur en pose la question. Donc déjà, il y a une première question purement technique sur ce point. Comment on dote nos équipes de ces outils-là? Alors, il y a la question de budget, mais il y a aussi les questions techniques. Et après, sur des sujets type chatbot, comme je parlais, nous, on a la chance d'avoir un énorme service d'innovation pédagogique. Je dis énorme parce qu'ils sont en termes de capacité d'absorption de travail et d'innovation. Et donc là, on a la chance d'avoir ce service qui, justement, fait de la veille depuis plusieurs années sur tous ces sujets et qui est en capacité de nous dire, ben voilà, nous, on voit surgir ce sujet-là, cet outil-là, pourquoi pas l'implémenter sur nos infrastructures. Donc voilà, nous, on a ces réponses-là qui, après, peuvent se diffuser au sein des écoles, mais on a cet outil-là qui peut être déployé, quoi. Ok. Et donc, tu disais que vous avez commencé peut-être à créer des cycles de formation. Vous êtes en train de... Ouais, alors au niveau du groupe, on a vraiment cette volonté, quand on investit en sujet, on l'a fait avec tout ce qui concerne les enjeux socio-écologiques, de former nos personnels, que ce soit les enseignants ou les personnels administratifs, à finalement les sujets qu'on met en opération au niveau du groupe, pour qu'ils sachent de quoi on parle, et puis pour aussi nourrir la réflexion sur divers métiers. Donc là, il y a un cycle de formation créé toujours par ce service d'innovation pédagogique Open INSA, qui va être déployé sur l'intelligence artificielle. Alors c'est plutôt un cycle de sensibilisation, donc c'est 4-5 heures en principe de formation, ouvert à tous les personnels et qui va vraiment nous permettre ensuite de savoir tous de quoi on parle au sein du groupe. Ok, on parle de l'IA, ok, on a a priori tous la même base de discussion, donc on va pouvoir construire des échanges constructifs. Ok, merci pour tes retours. Marie, toi de ton côté, comment vous avez intégré l'IA au sein des pratiques? Est-ce que c'est personnel? Est-ce qu'il y a eu quand même une volonté un peu d'uniformiser ça au niveau du service? Vous vous en êtes emparé collectivement par rapport aux fonctions que l'IA peut permettre pour toi en tant que graphiste, ou comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors, j'en ai discuté un petit peu avec mes collègues et on a surtout discuté de ChatGPT. À ce que j'ai pu voir, ça fait peu de temps que j'ai intégré le service, il y a quand même encore des pratiques qu'on va dire à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on va aller sur des sites avec des créations d'autres graphistes. On ne va pas avoir une demande directe à des logiciels de AI pour faire des images. Voilà, je vais plus parler à titre personnel. Moi, j'utilise les deux techniques. C'est-à-dire qu'en premier lieu, je vais garder le support papier pour prendre des notes. Ensuite, je vais faire des recherches. Et en même temps, je vais demander à des IA pour certains éléments. Typiquement, on va avoir des demandes de photos où il va y avoir des droits qu'on va ne pas payer pour des questions de budget, pour des questions de rapidité, où on pourra passer par des photos qui sont générées automatiquement par différents IA. Donc moi, ça fait vraiment partie de mon process et c'est surtout pour une question de vitesse, c'est une question de coût et c'est une question aussi de facilité. C'est-à-dire que le temps que je vais gagner à utiliser l'IA, je vais l'utiliser pour pouvoir avoir des allers-retours de qualité, éventuellement en discuter avec les personnes plus en profondeur pour éclaircir certains détails. Et en même temps, c'est très important, je pense, qu'il faut garder en tête, est-ce que je peux faire sans? Ça fait vraiment partie de mon process créatif. C'est est-ce que je suis capable de faire sans? Et ça, c'est un effort que je fais sur moi-même, d'être capable d'utiliser un logiciel sans avoir cette espèce de génie, de baguette magique, de j'appuie sur un bouton et la modification est faite. Et c'est difficile, c'est un vrai combat parce que la facilité, ça va toujours être ce que l'être humain, selon moi, va privilégier, la rapidité, la facilité. Et le cerveau, pour moi, va très vite devenir feignant et oublier. Et ça, c'est des vrais process qui
pour moi, doivent être vraiment compris d'un point de vue personnel. C'est-à-dire que quand j'utilise ChatGPT, moi, je m'oblige à ne pas considérer ça comme acquis. Et est-ce que je suis capable de faire ça? Voilà. Tu considères que l'intelligence artificielle n'est pas un frein à ta créativité, mais plutôt en complémentarité? Ou comment tu réagis? Au début, c'était assez, comment dire, dur pour l'ego, parce qu'il y a des IA qui font des trucs absolument splendides en un clic, et du coup, ça dégrade énormément l'image que l'on a des illustrateurs, des graphistes, etc. Et ça encourage un problème que j'ai eu pendant toute ma carrière, c'est-à-dire mon neveu de 3e peut le faire. Il peut le faire en 2 minutes, il peut le faire gratuitement. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi telle ou telle piste, telle ou telle couleur? Et là, clairement, c'est quelque chose qui est présent. C'est bon, bah voilà, moi j'ai fait ça, ça et ça et ça. Et c'est difficile d'avoir des arguments. Donc pour l'ego, c'était un peu compliqué. Mais moi, maintenant, je suis passé à un nouveau stade. C'est les stades du deuil. Là, j'en suis au dernier stade, la joie. Je ne sais pas si ça fait partie des stades du deuil, mais en tout cas, c'est le stade où j'en suis, où il y a une véritable explosion de créativité, parce que c'est comme si j'avais pas un Michel-Ange, j'en ai des centaines. C'est pas comme s'il y avait un artiste exceptionnel, il y en a des milliers maintenant. L'IA est une source incroyable et j'encourage tout le monde. Bon, c'est difficile pour l'ego au début, mais après, c'est incroyable parce qu'il faut vraiment prendre ça comme une source de potentiel. Et de toute façon, le génie est hors de la bouteille. Il est là, et là, il faut être avec lui. Et moi, j'utilise l'IA pour m'enrichir. Je l'utilise pour m'inspirer, pour voir des choses. Et c'est devenu quelque chose qui est là et que je ne le laisse pas, comment dire, me rendre feignante et être juste une personne qui va cliquer et faire un copier-coller, mais je l'utilise dans mon process et je n'ai pas de rejet envers lui. Il faut vraiment le voir, surtout qu'il est en pleine évolution et c'est vraiment c'est comme si on était avec un stagiaire surdoué. Un stagiaire absolument surdoué, mais il ne faut pas tout reposer son travail sur lui. Il faut quand même garder un minimum de choses à faire. Voilà. Justement, ce que tu dis, c'est une question que je n'avais pas prévue, mais ça me fait penser à ça. On parlait tout à l'heure un peu de l'aspect menace de l'IA pour nos métiers de communicants qui déjà ont parfois beaucoup de mal à se positionner dans nos établissements. Moi, il n'y a pas longtemps, on m'a demandé de créer un logo pour une structure de transverse de l'établissement. Ça ne satisfaisait pas. Et en bout du compte, ça a été, on va le faire avec l'IA. Finalement, je dis, faites donc. C'est un projet qui ne me semblait pas très stratégique et on passait beaucoup de temps à... Mais justement, ça me fait poser cette question. Est-ce que, vu qu'on s'interroge sur nous, communicants, est-ce que ça ne va pas peut-être encore plus menacer parfois notre positionnement au sein de l'établissement en se disant, effectivement, pourquoi passer par des communicants? Ils vont faire rédiger leurs articles par l'IA, leurs logos. Voilà. Est-ce que vous avez une réaction là-dessus? Ce n'était pas prévu, mais... Il y a eu une technoconférence à Rennes récemment où justement les chefs d'entreprise étaient venus se faire présenter l'IA et il y a eu plusieurs démonstrations qui ont été faites, dont une tout à fait intéressante. Donc il y avait la structure de la conférence, le programme, et puis la personne qui faisait la démonstration a dit « Regardez », et elle a généré un site web qui présentait la conférence. Donc avec ces différentes pages organisées, vous cliquez sur les liens, ça présentait la conférence, le programme et tout. Et quand je mets ça en lien avec les mois que passe notre chef du pôle web, David Piderrière, à faire établir un cahier des charges précis pour un site web sur les messages à faire passer, sur la structure de l'information, sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce que vous montrez au public, qu'est-ce que vous montrez à l'interne, je me dis, ok, ça peut impressionner dans le premier temps, mais est-ce que les gens derrière sont capables de voir la différence entre les deux niveaux de travail? Est-ce qu'ils sont capables de voir la différence entre l'intelligence d'un site web qui a été fait en collectivité et sur lequel il y a eu des mois de travail pour structurer l'information, et puis ce truc qui a été créé comme ça, qui est très 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 joli, sur lequel on ne va pas passer plus de 20 secondes parce qu'en fait, le niveau d'information, dès que vous commencez à chercher, est nul.
C'est-à-dire qu'en dessous, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de réflexion. Et donc, quelque part, le surplus, la plus-value informationnelle est nulle, au-delà de la jolie vitrine. Voilà. Peut-être pour compléter, moi ça me fait penser un peu au débat qu'on a eu sur la photo numérique, où quand elle est arrivée, en fait, tout le monde s'est dit, tout le monde peut être photographe. Alors, beaucoup de gens se le disent encore trop, on va pas se mentir, mais on voit bien qu'aujourd'hui, entre des photos d'un professionnel et des photos que tout le monde peut prendre, il y a une différence. Donc moi j'espère qu'on va en arriver là. On est peut-être dans le moment là où tout le monde se dit, génial, ça ouvre des perspectives de dingue, donc on peut tout faire tout seul. J'espère qu'on arrivera assez vite à ce moment-là où on se rend compte que ce soit pour le site web ou pour un logo, que finalement un peu de jus de cerveau derrière, alors peut-être aidé par l'IA, mais en tout cas, voilà, que le jus de cerveau des communicants, c'est quand même pas trop mal, quoi. Julien, justement... Ah non, pardon, je t'en... Mon point de vue, en ayant bossé un petit peu en freelance, etc., c'est qu'il faut quand même pas se voiler la face et que la majorité des gens vont vraiment voir le coût temps et le coût rapidité. Et il y a un énorme travail, et pour moi, ça doit vraiment être très important de développer ceci, c'est un petit peu sur quoi on doit se focaliser, c'est le travail explicatif. Il va falloir faire énormément d'explications pour expliquer que derrière ce choix de couleurs, de formes, il y a une véritable intention et que quelque chose de rapide va être waouh sur le court terme, mais sur le long terme, ça ne va pas tenir. Et c'est là où il faut vraiment, discuter là-dessus. Après, il ne faut pas se voiler la face. Les gens vont majoritairement toujours privilégier le court terme, la vitesse et le bas coût. Et c'est très, très difficile à expliquer, comme je disais. Voilà. Donc, il faut qu'on reste sur nos gardes. Julien, justement, toi qui travailles pour la com scientifique, est-ce que tu peux parler de peut-être que l'IA soulève d'autant plus d'enjeux dans ton domaine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour toi comment tu appréhendes cette problématique? Oui, alors je disais la communication scientifique, je fais la communication scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce n'est pas présent dans toutes les universités, et puis ce n'est pas fait de la même façon. Quand on dit communication scientifique, d'abord le premier sens, c'est la communication entre chercheurs. Il n'y a pas de science sans communication entre chercheurs, donc entre communication scientifique. Moi, ce que je fais, c'est mettre en valeur les résultats de recherche, et ce que font la plupart de mes collègues, et à partir de là, mettre en valeur aussi, c'est le côté communication, l'institution, c'est-à-dire l'université qui soutient, qui produit, qui encadre ces recherches-là. Parce que, comme vous le savez, l'université est vue comme un établissement d'enseignement avant tout, et beaucoup moins un établissement de recherche, et on a de la concurrence en communication avec les ONR autour. Donc c'est un petit peu ça le propos. Après, il y a plusieurs façons de faire ça. On peut mettre en valeur des chercheurs, on peut mettre en valeur des distinctions. Moi, mon angle, c'est la vulgarisation, puisque je viens de là. Je suis un médiateur scientifique à la base. Et c'est là que l'IA pose souci. Autant pour compiler les différents travaux d'un chercheur, ces différents curriculum vitae qu'on peut trouver par-ci, par-là. On peut arriver avec l'IA à obtenir quelque chose d'assez rapide et un résumé qui peut tenir la route, une fois qu'on a quand même relu les choses. Autant quand il s'agit d'expliquer une recherche nouvelle, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que l'IA, elle fonctionne sur des modèles, à partir de modèles qui sont entraînés sur des données. Et par définition, quand vous mettez une nouvelle donnée, eh bien, les pouvoirs de prédiction de l'IA sont relativement clairs. Elle va chercher ce qui est le plus probable. Mais ce qui est le plus probable sur nouvelle recherche, ce n'est pas forcément ce qui va être vrai. Et même carrément pas ça. Donc c'est pour ça que ça pose question déjà sur ce plan-là, et on fera une petite démonstration tout à l'heure. Le deuxième point, c'est que pourquoi faire de la vulgarisation au-delà du fait de mettre en valeur la valence recherche de l'université, c'est aussi pour travailler sur le lien science-société dont on a parlé tout à l'heure. Et donc vous savez qu'il est assez fragilisé. Et là, il y a vraiment une question de confiance. C'est pour ça que j'ai posé la question de la confiance tout à l'heure aux journalistes. Parce qu'à partir du moment où vous mettez de l'IA dans la machine, vous mettez de l'IA dans la relation, il y a quelque chose qui, pour moi,
pose vraiment un problème. Le lien science-société, il fonctionne sur la confiance entre un émetteur, le chercheur, un récepteur qui est le public, quand on ne réfléchit pas trop. Et puis plus on comprend, plus on réfléchit, plus on se dit que ben non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et que si vous mettez le chercheur en émetteur et le public en récepteur, il n'y a rien qui se passe. Au contraire, le chercheur va être assimilé à une figure d'autorité. Et tout ce que vous allez avoir, ça va être le lien dans l'esprit du public entre le chercheur et l'autorité qui parle du haut de sa chair, et donc rejet de l'autorité comme rejet de n'importe quelle autorité. C'est pas ça qui se passe. Là, ce qu'on essaie de développer en ce moment, et quand je dis on, c'est très très large, c'est toute la communauté, c'est une dimension un peu participative des recherches, c'est une dimension où chercheurs et public se retrouvent en échange, on va dire. Et pour que cet échange fonctionne, attention, qu'est-ce que l'IA vient faire là-dedans ? Est-ce qu'on a besoin d'un intermédiaire de plus? Est-ce qu'on a besoin de formater les discours? Est-ce qu'on a besoin de les mouliner avant de les porter vers le public? En fait, non. Ce qu'on va chercher plus, ça va être le contact entre les deux parties. Et pour ça, l'IA ne me paraît pas indiquée. Après, il y a certainement d'autres modalités. J'ai fait quelques recherches, quelques essais. J'en discute avec des collègues. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la marotte là-dessus. Donc voilà, deux points qui me semble essentiel dans cette partie-là de la communication scientifique, très précise, la partie vulgarisation, la partie liaison science-société, pour lesquelles il me semble que l'IA n'est pas tout à fait appropriée. Justement, on verra, c'est intéressant le cas pratique que tu vas nous montrer tout à l'heure. Et quid des questions d'éthique si tu as quelque chose à dire là-dessus Alors, c'est la même chose que pour les journalistes. À partir du moment où on fait de la vulgarisation et donc on porte, en simplifiant une recherche vers le grand public, on a une exigence éthique qui est la même que celle du journaliste qui va compiler plusieurs sources d'informations et qui va en tirer la substantifique moelle pour en tirer le sens commun, enfin on va dire le sens synthétique. On doit ne pas trahir le sens de la recherche tout en le simplifiant. Et le problème de l'IA, c'est qu'elle ne garantit absolument pas ça. C'est-à-dire que si vous demandez à l'IA de vulgariser un texte scientifique, elle va s'appuyer sur, on va dire, les façons de vulgariser des notions connexes qui sont déjà existantes dans sa base. Et ça peut créer des contresens assez rapidement et qui ont l'air absolument crédibles, puisque vous savez que l'IA produit du crédible. Donc là, effectivement, en termes d'éthique, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, pourquoi pas demander à l'IA de produire une première version du texte et la relire derrière. Mais là, on revient sur la question du gain de temps. Qu'est-ce qui est le plus rapide? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Est-ce que ça fait gagner du temps au départ en dégrossissant? Voilà. Est-ce qu'on perd plus de temps à vérifier toutes les données? C'est ça. Et les chercheurs là-dessus réagissent comment? Je ne vais pas parler au nom des chercheurs sur leur position, on va dire, éthique vis-à-vis de l'IA. Tout ce que je peux dire, que ce que j'ai vu, moi, qui intéressait les chercheurs dans l'IA très clairement, c'est vous partez d'une grosse masse de données et vous arrivez à tirer du sens qu'on n'aurait pas pu tirer autrement. Les deux exemples que j'ai en tête, ce sont des gens qui travaillent sur les radios de médecine, et qui, grâce à l'entraînement par l'IA, arrivent à améliorer le diagnostic des radiologues. Donc ça, c'est génial. Vous faites passer la radio dans l'IA et vous obtenez un score de détection, par exemple, d'une tumeur cancéreuse supérieur à celui de 90% des radiologues qui étudient les mêmes radios. Donc c'est génial. Mais ça pose plein de problèmes. Ça pose deux problèmes. Le problème vis-à-vis des radiologues, évidemment, qui vont vous dire que oui, d'accord, ça fonctionne, mais quelle est notre plus-value dans l'affaire? L'autre problème, c'est la boîte noire dont on parlait. C'est que quand vous faites passer un ensemble de centaines de milliers, de dizaines de milliers de radios dans un système de réseau de neurones et que ça vous sort un diagnostic, d'où il vient le diagnostic? Et ça, personne ne sait le dire. Il y a même une branche de la recherche qui essaye de comprendre comment rendre transparente cette boîte noire. Et c'est un domaine de recherche extrêmement vivant, parce que toutes les questions se posent derrière. Donc là, c'est le premier exemple qui me vient. Le deuxième, c'est justement un lien avec le journalisme, puisque Ouest France est en train de travailler avec des chercheurs du CNRS pour développer un outil d'IA qui va permettre d'exploiter l'immense masse d'articles, de photos et d'informations produites par Ouest France et son prédécesseur Ouest Éclair depuis 1899, parce que Ouest Éclair, c'est 1899. Donc la ressource pour les historiens, pour le public, pour tout un tas de personnes, est assez extraordinaire. Et donc si on a une IA qui nous permet, à la manière d'un super documentaliste, d'aller rendre plus exploitable cette masse de données, ça intéresse beaucoup Ouest France. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est une des choses qui est développée. Et là, quand l'IA est utilisée pour traiter un vaste ensemble de données,
en soi, c'est vraiment son usage, c'est vraiment son cœur d'usage aujourd'hui, j'ai l'impression. Après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est toujours la question. Merci. Justement, maintenant, j'aimerais qu'on passe un peu au cas pratique et de vos utilisations de l'IA dans vos pratiques. Donc, on a bien dit qu'il fallait qu'on prenne avec des pincettes et qu'on ne tire que le meilleur de l'IA. Et justement, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment vous faites. Marie, on commence avec ta présentation. Je te laisse vous expliquer le temps que je branche tout ça. Espérons que ça fonctionne. Alors, rebonjour. Je vais très rapidement parler de comment est-ce que j'intègre l'IA avec différents schémas. Et j'aimerais juste faire une autre remarque et rebondir un petit peu sur le dernier exemple qui a été abouti. Certes, l'IA va toucher énormément la com, parce que la com est toujours, comment dire, dans mon expérience du moins, le secteur sur lequel on va faire des économies. On va toujours faire sauter les illustrateurs, faire sauter telle ou telle personne et essayer toujours de tirer les prix les plus bas. Mais nous ne sommes pas les seuls qui allons être victimes de ça. Et ça, c'est un argument vraiment à mettre en place aux personnes qui vont dire que, bon, bah voilà, la com, on va pouvoir vous remplacer par OpenAI, c'est bon. Les médecins, les professeurs, les politiques aussi. Il y a beaucoup de votes qui ont été faits où les gens plébiscitent de plus en plus l'IA. Donc, il y a extrêmement peu de métiers, peut-être plombiers ou les différentes personnes dans le domaine du cirque, qui ne seront pas touchés par l'IA. Donc, il ne faut pas non plus se dire que uniquement la com sera balayée. Toute la société est vraiment balayée et on est tous ensemble dans ce grand bateau de l'IA. Donc voilà. Alors, donc en premier lieu, là, je vais faire défiler différents exemples qui sont produits par différents logiciels. Comme vous pouvez le voir, il y a des styles qui sont très très différents. C'est des styles qui ne sont pas soumis à des droits d'auteur, ça a été légiféré, et qui sont d'une très grande beauté avec des différents styles. Ce sont des styles qui ont été faits à partir de banques de données de graphistes. Il y a eu un scandale il n'y a pas très longtemps avec Adobe, car ils ont glissé dans leurs droits d'auteur le fait que tout ce qui est produit par leur logiciel leur appartient et sert à former leurs algorithmes. Donc là, en ce moment, c'est maintenant, c'est absolument démentiel. Il y a des possibilités en photo, vidéo, illustration qui sont incroyables, vraiment tout simplement incroyables. Ça pose énormément de problèmes. Comme je vous l'ai dit plus tôt, moi j'ai des amis qui sont peintres, j'ai des amis qui sont photographes, qui sont dans la BD, et il y a plusieurs sons de cloche. Il y a des personnes qui sont très positives et qui disent de toute façon les meilleurs survivront parce qu'ils auront un nom, et d'autres qui disent bon bah voilà quoi. Et ça a touché aussi, comme vous pouvez le voir, même le milieu muséal. Notamment, il y a eu un scandale avec... Un scandale, c'est un grand mot, mais il y a eu la jeune fille à la perle qui proposait donc une installation interactive à côté du tableau. C'était des artistes, des humains qui étaient invités à faire des dessins. Et ils ont commencé à mettre de l'IA dedans parce que c'était plébiscité par le public. Et ça, c'est un peu le grand mot le plus important, c'est que le public aime ça. C'est rapide, c'est pratique. Et un de mes amis qui est professeur d'art, avec de l'IA, a aidé ses élèves à faire des projets créatifs. Donc c'est un petit peu un souci dans mon domaine, c'est que d'un autre côté, ça apporte énormément de bonheur à n'importe qui par des descriptions, par des prompts, vont avoir leur portrait, le portrait de leur grand-mère par exemple, je ne sais pas, peint comme par un artiste.
Et du coup, il y a énormément de gens qui sont très très heureux. Mais pour des personnes qui ont fait des études pendant des années, qui ont travaillé pendant des années, là, c'est dur. C'est dur, mais c'est comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plein de styles, et même des styles... Là, par exemple, c'est une photo, ça a posé problème dans le journalisme, il y a eu plusieurs scandales, et des mots qui ont été interdits dans les IA, certaines IA, où on ne pouvait plus utiliser certaines personnalités, parce qu'il y a une partie du public qui n'est pas encore habituée et qui ne sait pas encore faire la différence entre une machine et entre la réalité. Et ça va être le cas de plus en plus, avec des photos incroyables. Donc ça, c'était pour un peu illustrer le potentiel créatif. J'ai des amis qui, par exemple, ils font des designs de chaussures, et l'IA est une bénédiction pour eux. Ils sont très, très, très heureux. Et encore une fois, là, ça pose un nouveau problème. C'est une bénédiction pour nous qui sommes en place, mais est-ce que peut-être après, il y aura une disparition pure et simple de la personne qui fait du design de chaussures? C'est tout simplement bluffant, quoi. Franchement, et les évolutions elles changent. Moi, je vois les logiciels, ça change tous les mois. C'est incroyable, très, très, très grande vitesse. Et voilà, donc ça, c'est un résumé extrêmement court. C'est une petite recherche que j'ai faite des logiciels que j'ai été amenée à utiliser dans ma vie, et sinon... Mais c'est difficile, encore une fois, de synthétiser tout ça, parce que ce sont des logiciels qui, certains, sont en phase de test. Et il y a des plateformes comme par exemple Canva qui vont vraiment grouper tous ces logiciels, et ça va être extrêmement simple d'utilisation, parce qu'à l'intérieur il y a DALL-E, à l'intérieur il y a des logiciels de création de sons, de vidéos. Donc c'est compliqué de vraiment avoir une vision qui est globale. Là on va avoir, comment dire, énormément de choses qui apparaissent et qui sont mangées par les plus gros. Il y en a certains qui ont déjà une réputation qui est, depuis des années, comme Buffer, comme ChatGPT. Et même si des nouveaux qui sont plus, éthiques, plus précis, comme Perplexity, apparaissent, où ils vont vraiment mettre les sources en fait, des prompts, ils vont vraiment les afficher. Les gens ont déjà intégré le fait que ChatGPT, c'était le plus simple. Ils le connaissent, ils l'utilisent. Et ça, c'est pareil pour DALL-E, c'est pareil pour d'autres qui se font progressivement manger par les plus gros. Mais oui, tout ça peut être intégré au sein de processus créatifs pour, encore une fois, gagner du temps et pour pouvoir répondre à des problématiques tout simplement de budget. Parce qu'une équipe vidéo, ça coûte cher, parce qu'acheter des droits de photo, ça coûte cher. Et sur la photo, moi je prends un exemple, une de mes amies travaille dans le monde de l'édition, elle fait des ouvrages sur les Inuits. Les banques de photos d'Inuits, il n'y en a pas beaucoup, et ça prend énormément de temps pour chercher la bonne photo, pour la bonne thématique. Et là, elle a complètement arrêté cette étape, elle n'utilise que ChatGPT pour les couvertures de ses livres. Et je lui ai dit, ChatGPT, ça ne t'embête pas pour l'utiliser pour les couvertures, mais qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'elle travaille dans des jurys pour des nouvelles. Je lui dis, quand il y aura des nouvelles qui sont faites par l'IA? Et là, elle me dit, c'est pas possible. Donc, quand ça concerne les gens, ils disent non. Quand ça ne les concerne pas, ils adorent. Et ça, c'est comme ça. Donc, effectivement, vous avez, donc, sur la prochaine slide... Voilà, ça c'est un petit peu les process créatifs que je mets en place. Donc la réception de la demande, ça peut être une demande par mail par exemple. Et le brainstorming, ça c'est vraiment important je pense, et c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place au maximum. C'est la communication avec les équipes, en humain, au maximum en humain. Parce que c'est une tentation qui est trop grande de fonctionner que par mail, de fonctionner que par vidéo, ou fonctionner tout seul avec ChatGPT. Et aussi, j'utilise beaucoup le dessin. Moi, je vais prendre un carnet et je vais griffonner, parce que le cerveau va activer d'autres zones quand on utilise des outils. Et c'est important pour moi de garder une plasticité du cerveau en utilisant des choses qui sont concrètes. Donc j'aime bien utiliser le papier, je vais faire des croquis moches et je vais garder ça sous la main. Même visuellement, ça va me permettre
ne pas les oublier, puis ils sont en face de moi. Ensuite, moi, je vais continuer des vieilles, techniques que certains n'utilisent peut-être plus, c'est-à-dire je vais aller sur Pinterest, je vais aller sur des sites de concurrents qui sont un peu dans le même domaine ou des sites que j'apprécie. Et ensuite, je vais compléter ça avec ChatGPT et avec d'autres IA. Donc, je veux vraiment que le process de l'IA arrive après. C'est quelque chose qui est vraiment complémentaire et je me force à faire ça. Où je vais lui demander tout ce qui est slogan, argumentaire, etc. Je vais en faire plein. C'est ça qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'il va offrir plein de possibilités. Et comme ça, si le client n'est pas content, on change en 2 minutes. Et puis, pareil pour les images, qui ne sont pas encore... parce que j'utilise des versions gratuites. Donc, il y en a beaucoup qui sont encore un peu difformes. Donc, il va y avoir un travail de ma part à la main pour refaire des visages, refaire des mains et modifier les couleurs, etc. Donc, il va y avoir un aller-retour entre des images AI et la suite Adobe où je vais bidouiller pour utiliser vraiment et avoir un rendu un peu plus nickel. Et évidemment, la dernière étape, la présentation et la finalisation avec le client et si possible, encore une fois, en face à face, parce que c'est important vraiment d'insister, de mettre en avant nos compétences pour moi. De dire, voilà, cette couleur, ce visuel, il y a une raison pour laquelle je les ai choisis. Et c'est vraiment les soft skills, pour moi, qui doivent être beaucoup travaillés. Donc la capacité à argumenter, à discuter, à montrer que... on n'appuie pas que sur des boutons, qu'on a une formation, qu'on a vraiment une expertise. Et c'est ça qu'il faut vraiment, pour moi, booster. Et aussi parce qu'il y a une vraie appétence pour les échanges humains qui ont tendance à disparaître avec les réseaux, etc. Et je pense que les clients ou les équipes ont un besoin de ça et que c'est nécessaire de mettre ça en parallèle. Voilà. Du coup, pour résumer par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on peut dire que tu as intégré complètement l'IA dans tes pratiques, mais qu'elle reste complémentaire. C'est-à-dire que tu insistes sur le côté humain. Donc finalement, il y a un petit, enfin pas paradoxe, mais on introduit de l'IA dans nos pratiques pour finalement libérer du temps pour l'humain. C'est un peu ça l'idée. On en parlait un peu aussi tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez des réactions là-dedans. C'est-à-dire si on tire les meilleurs potentiels de l'IA, ça va nous faire gagner du temps sur des choses où l'humain n'avait pas de plus-value. Et ça va pouvoir nous permettre de finalement donner un meilleur service en réintroduisant de l'humain là où on n'avait pas le temps d'en introduire. Là, tu parles peut-être dans la relation client, mais... Je compléterai juste en disant que souvent, ça va être quelque chose qui est difficile à comprendre pour les employeurs qui ne vont pas voir l'intérêt en fait de passer du temps à juste discuter, à parler, et qui vont dire à vitesse et voir le court terme. Je pense que voir le court terme et dire ah c'est formidable, je vais mettre 3 machines et c'est bon, hop, on a fait sauter 4 salaires, c'est merveilleux, on a 4 personnes en moins. Oui, mais un jour ce seront eux qui vont sauter et ça ils ont du mal à s'en rendre compte. Et ensuite il y a une nécessité vraiment de garder un tissu humain dans n'importe quelle entreprise. Et c'est quelque chose à voir sur le long terme pour le bien-être, du travail. On ne peut pas être face à un écran seul. C'est important de voir que la part humaine, c'est ça aussi. Notre domaine créatif, on pensait qu'il ne serait jamais touché par l'IA. On pensait que ce serait que des caissiers, que ce serait que... des choses automatiques comme dans le film de Charlie Chaplin. Mais c'est la création qui fait aussi partie de l'humanité. Et là, pour nous, on se retrouve face à un petit peu ce qui est arrivé aux joueurs d'échecs. C'est-à-dire qu'on est complètement dépassé par une machine et on se dit à quoi bon ? Enfin, c'est ce que je me suis dit à un moment. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'adore créer. J'adore la création, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est un domaine dans lequel je veux travailler. Et bien sûr que c'est grotesque de se mettre en concurrence avec une machine, c'est ridicule, mais il faut voir aussi la machine comme quelque chose qui doit nous accompagner et surtout ne pas la nier. C'est pour ça que je l'ai mis dans le processus créatif, c'est que je pense que ce serait vraiment une grave erreur de dire voilà, je suis une illustratrice, je suis une graphiste, je ferai toujours à l'ancienne. De toute façon, ces choses n'ont pas d'âme, ces choses
sont juste des trucs de fast-food créatif. Moi, je suis un être humain, moi, je refuse de toucher à ça. Et c'est malheureusement quelque chose qui est plébiscité par le grand nombre. Et même si on ne l'utilise pas, j'encourage vraiment les gens à se renseigner dessus, à juste tester. Vous pouvez le tester et après, ça peut être une plus-value dans votre travail de dire « moi, c'est fait à la main », moi, c'est quelque chose qui est unique, qui est travaillé. Encore une fois, ça dépend quel type de client. Vous avez des clients qui vont plébisciter la qualité, qui vont vous donner du temps, mais malheureusement, maintenant, les gens ils vont dire « bon, bah voilà, c'est à faire pour demain, etc. » Donc, il faut s'adapter à ces process qui sont de plus en plus courts et de moins en moins onéreux. Voilà. Merci. Justement, toi, Céline, sur ton utilisation positive de l'IA, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'aspect déontologue Oui, alors juste pour revenir sur ce que tu disais, Marie, pour moi, il y a quand même des petites alertes à avoir. Alors quand je disais tout à l'heure l'IA générative, etc., donc au niveau du texte, pour nous communicants, moi je crains qu'au bout d'un moment, à trop l'utiliser, on arrive à une uniformisation aussi du contenu. Je prends un exemple très concret qui, moi, maintenant que je le vois, me saute aux yeux, c'est les posts LinkedIn. On en voit de plus en plus générés par IA. Alors nous, c'est un étudiant de chez nous qui nous a dit « Ah ben j'ai vu que... » Alors nous, on ne l'utilise pas, mais j'ai vu que telle personne l'utilisait. Il y a une petite étoile à la fin de la première phrase. Alors ça, c'est direct du post généré par IA. Et alors maintenant, je ne vois que ça. Et en fait, je me dis, finalement, on va arriver à une forme d'uniformisation où à quoi bon poster si on poste tous la même chose qui a été générée par le même cerveau, à savoir ChatGPT. Donc pour moi, il y a une vraie question et c'est pour ça que pour l'instant, je suis très hermétique à l'IA générative de texte dans nos métiers en tout cas. Et puis, il y a aussi une histoire de biais. Ça a été documenté. Il y a des scientifiques qui se penchent là-dessus. On a une chercheuse à l'INSA Lyon qui se penche sur finalement comment produire une IA qui est défaite de biais de genre et de discrimination ethnique. C'est vraiment les deux points qui ressortent. Donc, vigilance aussi là-dessus. Voilà. Et puis une question aussi pour toi, Marie. Quand vous utilisez l'IA, nous, on a des collègues à l'INSA Toulouse, graphistes, qui ont fait ce travail-là en se disant vraiment expérimentation. Donc, elles ont fait tout un lot de plaquettes, de brochures de spécialité où elles ont documenté leur travail fait avec l'IA en vraiment sensibilisant le personnel en disant, voilà, c'est en partie pris, on teste. Donc, ça a été vraiment documenté et du coup affirmé comme tel. Donc, moi, il y a une vraie question aussi, comment finalement aujourd'hui on est honnête avec nos publics et on dit ça a été généré par de l'IA. Peut-être juste, est-ce que vous le faites? Oui, d'accord. Après, moi, c'est une fraction de ce que je rends. Une fraction est faite par l'IA. Il y a un vide un peu là-dessus en matière de copyright. C'est-à-dire que quand on a une illustration, une photo qui est faite par l'IA, on peut mettre photo générée par l'IA, mais étant donné que l'IA n'a pas de copyright, techniquement, on n'est pas obligé de mettre un copyright dessus. Mais on peut bien sûr marquer généré par l'IA. Même si le public peut être encore un petit peu hostile, étonnamment, quand on voit un document administratif avec une photo générée par l'IA, ce n'est pas forcément bien vu pour certaines personnes. Surtout que des fois, le process n'est pas maîtrisé, il y a des choses un peu ridicules, où on va avoir des documents administratifs avec les mains de l'IA, vous voyez très bien, ou avec, on voit que l'œil, où elle a 3 bras, en fait, le graphiste a fait une photo, et il n'a pas fait ce retravail derrière, où ça donne des espèces de Frankenstein. Et du coup, c'est là où notre travail aussi est important, c'est qu'il faut quand même checker pour pas que vraiment la personne ait 3 yeux. Et juste pour rester un peu sur le juridique, jurisprudence, Adobe, tout à l'heure, tu parlais d'Adobe. Tu peux un petit peu peut-être plus expliquer ce qui se passe en ce moment? Peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Je sais pas. Alors moi, je suis un peu biaisée parce que je n'aime pas Adobe. Mais je travaille dessus depuis le lycée. Mais Adobe, ils ont effectivement été épinglés il y a quelques mois parce que, en traître, ils avaient mis cette clause qui était plus ou moins cachée. Et ils avaient été pris la main dans le sac. Ils ont une banque d'images, je ne sais pas si vous la voyez, et grosso modo, vous tapez des mots-clés et vous pouvez tomber sur différentes choses, notamment des images qui sont payantes, qu'on peut leur acheter les droits.
Et ils avaient pompé le style de plusieurs artistes, et ils avaient ensuite vendu des images avec le style qui est reconnaissable de ces artistes en mettant leurs droits pour eux. Donc ils avaient été pris les mains dans le sac là-dessus. Ils sont en pleine course là, c'est vraiment la guerre en ce moment. Ils sont face à Dali, c'est leur survie qui est en jeu. Canva a pris beaucoup de parts de marché, donc ils sont pas contents. Donc là, c'est un petit peu la course à l'IA et à la modification d'images. Et comment est-ce qu'on fait une IA d'image? On lui donne du contenu. Comment est-ce qu'on lui donne du contenu? On le pompe. Et du coup, effectivement, ils ont été pris la main dans le sac à pomper le contenu de gens qui travaillaient dessus. Adobe a un niveau tellement haut en matière de logiciels que les logiciels libres de droit ne peuvent pas faire le poids. Clairement, j'ai essayé de les utiliser, c'est pas possible. Donc les artistes sont un petit peu attaqués de plusieurs côtés. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'IA et de l'autre, leurs propres outils, Adobe, les volent, il n'y a pas d'autre mot pour le coup, pour pouvoir participer à leur destruction avec Firefly et d'autres, d'autres laboratoires qui mettent en place. Donc Adobe, méfiez-vous, je vous invite tous à vous renseigner. Je l'utilise tous les jours encore une fois, mais Adobe n'est pas, ils n'ont jamais été francs du collier, jamais. Donc là, ils sont à un niveau au-dessus de fourberie. Du coup, si tu peux nous parler, toi, de l'aspect, on va dire, que tu trouves positif dans l'utilisation de Ouais. l'IA dans tes pratiques. Alors, c'est toujours dans la petite veille que je fais dans le secteur des médias autour de l'IA. C'est le journaliste que vous suivez peut-être sur LinkedIn qui s'appelle Jean Abiatechi, on ne sait jamais dire son nom, Abiatechi, voilà, on le refait en moins crispé, qui s'est un peu posé comme un expert dans les newsletters il y a quelques années, et là qui s'amuse énormément avec l'IA. Et donc il a conçu un petit outil qu'il appelle le déontologue et qui en fait est une sorte de chat GPT en format fermé. Donc il a donné à manger aux petits bots des chartes de déontologie de journalistes, 3 textes dont la charte de Munich qui est quand même la charte pour tout journaliste. Et l'outil permet de rentrer un article et finalement l'article va être analysé sous le prisme de ces 3 chartes et finalement le résultat va dire si oui ou non l'article répond aux différentes règles de déontologie de la presse. Est-ce que les sources ont bien été identifiées? Est-ce qu'il y a eu bien respect des 2 parties prenantes? Est-ce qu'il y a au niveau des images le contexte qui a été rappelé? Voilà, je pourrais vous passer son post qui est très documenté et pour le coup c'est super intéressant. Et du coup moi je me disais comment nous dans nos métiers on peut l'utiliser. Donc on pourrait très bien imaginer un déontologue au niveau de la communication. Il existe des chartes dans nos métiers, le Code d'Athènes, Capcom a aussi édicté une charte. On peut aussi intégrer des chartes journalistiques sur finalement le respect des sources, sur la véracité des propos, etc. Et là, je me dis que peut-être ça pourrait être intéressant aussi pour passer un peu à la moulinette nos contenus et toujours dans cette idée finalement de se dire comment l'outil peut nous aider à améliorer nos process et nos métiers. Alors là, je pense qu'on ne gagnerait pas de temps, mais on gagnerait peut-être aussi en qualité. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, de me dire comment on peut avoir des outils qui vont vraiment nous appuyer et faire en sorte qu'on fait finalement au final du meilleur boulot pour nos usagers et nos publics. Donc moi je trouve que c'est une piste super intéressante à trouver. Je ne sais pas coder, je ne sais pas, voilà, donc je ne peux pas le faire. Voilà, à développer, mais parmi les outils, moi je trouve que ça peut être un biais, enfin un biais c'est pas le bon mot, mais une voie à suivre intéressante en plus de tous les aspects techniques dont on pouvait parler tout à l'heure. Il y a un exemple moi que j'adore, c'est que je l'ai vu à l'œuvre sur, on charge une brochure admission par exemple, fameuse brochure qu'on relit tous 10 fois, mais on se rend compte en fait il y a quand même des coquilles à la sortie. Et on dit à l'outil, à l'IA, cherche-nous toutes les incohérences dans cette brochure et on va voir, alors page 2, vous avez cité 76 000 alumni et page 12, il y en avait 74. Voilà. Là, honnêtement, dans nos services, nos équipes qui le font, les collègues qui le font, je pense qu'elles ne seraient pas trop déçues de ne plus le faire. Et pour le coup, on gagnerait en qualité. Donc, je pense qu'il y a vraiment ces choses-là à trouver. C'est toujours encore, finalement, chercher l'irritant. Chercher là où on n'est pas très bon et où, finalement, passer 2 jours dessus n'a pas grand intérêt. Donc, c'est des pistes, pour moi, qui sont intéressantes à explorer.
Ouais, où il n'y a pas de plus-value en tant que communicant. Oui, c'est ça. Alors après, les secrétaires de rédaction vont nous dire, vont tirer la tête. Oui. Nous, au niveau du secrétariat de rédaction, il y a certains documents un peu stratégiques, type rapport d'activité, on met de l'humain. Un secrétaire de rédaction, on prend une prestation pour le faire. Les brochures, on en a tellement, et c'est tellement un enchaînement souvent de données très techniques qu'on ne le fait pas et on le relit nous-mêmes. Donc là, finalement, on prendrait le travail de personne, si ce n'est du temps de collègues qui pourraient le passer pour le coup à autre chose de plus gratifiant même pour elles. Et ce qui concerne la veille pour tous les trois, est-ce que vous avez utilisé un peu l'IA pour faire votre veille, vos benchmarks, vos collectes de sources? On essaye d'utiliser un outil qui s'appelle Meltwater et qui est relativement cher d'ailleurs, qui donne des résultats intéressants à condition de bien formuler les requêtes et qui est basé sur l'IA. Donc moi, directement, puisque c'est posé comme outil pour la direction de la communication, je regarde. Et effectivement, c'est assez intéressant, même si pour nous, c'est sans doute encore peut-être un peu moins intéressant, je parle pour la com scientifique, que pour la direction de l'établissement, qui, elle, a des enjeux politiques à surveiller. Mais effectivement, cet outil-là recourt à l'IA très clairement. Moi, il y a deux approches que je fais pour ma veille. Il y a la première approche qui est faite par ChatGPT. Mais comme ça a été dit précédemment, il y a une uniformisation qui est par ChatGPT, qui est un logiciel qui se cannibalise, clairement. Donc, on ne va pas avoir des choses qui sortent du lot. Et je complète, en fait, ma veille avec différents sites que je connais qui sont remplis de passionnés humains qui vont avoir vraiment une approche complémentaire qui parfois n'a rien à voir, mais qui est unique. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on va avoir vraiment une approche qui est, on va dire, globale par ChatGPT. Et après, on va avoir des sites qui sont un peu plus bordéliques, avec vraiment que des êtres humains, qui vont avoir vraiment, comme ils sont issus de différents pays, mais qui sont des passionnés, sortir des choses complètement impossibles à trouver par Google, mais parce qu'il y a l'esprit humain, ils vont avoir une approche qui est complètement différente de tel ou tel domaine, telle ou telle chose. Moi, pas du tout de veille avec l'IA. Voilà, c'est très court, mais non, je ne l'utilise pas du tout. Enfin, moi, j'ai une culture de la veille issue de mon ancien métier aussi, où j'ai été formée à ça. Donc, pour l'instant, je n'ai pas du tout cette habitude-là. Et j'aurais même, encore une fois, je vais faire un peu ronchonchon, mais tendance à m'en méfier. Parce qu'on le sait, l'IA génère aussi des hallucinations avec des infos qui sortent. Voilà, comme le disait tout à l'heure Alexandre, Arte a fait un documentaire avec plein de choses complètement hallucinantes qui sortaient. Donc non, moi je ne l'utilise pas, j'y viendrai peut-être, j'entends que voilà, faut peut-être s'y mettre, mais pour l'instant pas du tout. Merci. Du coup, Julien, on va réaborder avec toi des notions qu'on a abordées en filigrane, notamment un peu sur les limites et les points d'attention de l'utilisation de l'IA, toi, dans la com scientifique. Et donc, tu vas nous montrer des cas concrets pour nous montrer comment ne pas tomber dans les écueils. Oui, je n'ai pas cette prétention de dire attention l'IA, je vais vous expliquer pourquoi. Non, je vais juste vous montrer des résultats de ce que moi j'ai observé, parce que j'ai fait des tests et je vais vous expliquer pourquoi. Juste avant, peut-être revenir sur certains points d'éthique et autres qui ont été abordés là. Parce que la première chose qu'on peut quand même se dire, c'est que si l'IA est un sujet aujourd'hui, c'est bien parce qu'on manque de bras, très clairement, et de cerveau. Et que si on avait pu mettre à disposition des gens formés ou qu'on pourrait former dans nos services différents, l'IA se poserait déjà beaucoup moins comme un recours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est oui, tout le monde parle de l'IA, tout le monde dit, voilà, il faut s'emparer de l'IA, il faut... Bon, là, on fait le jeu quand même des grandes sociétés qui développent l'IA et qui ont qu'un intérêt, c'est qu'on s'en empare le plus vite possible et le plus massivement possible. Donc, d'où la nécessité de se hâter lentement quand même, pour pas devenir une sorte de pion dans le jeu. Autre chose, quand tu dis que les artistes se font cannibaliser leur travail et que ça entraîne l'IA, etc. Si nous utilisons l'IA générative pour produire des contenus publics qui sont ensuite diffusés par les sites de référence, que sont les sites de nos universités, eh bien, ce contenu-là va être à son tour
pris par ChatGPT et donc qui va, ou autre outil, qui va à nouveau s'en servir pour générer d'autres choses. Donc notre travail, quelque part, va être cannibalisé également et réutilisé par ces outils-là qui font payer des licences pour produire du contenu. Et le dernier point aussi, c'est que la présentation de l'IA qu'on a faite, tu demandais comment on avait fait auprès de nos équipes. Il y a eu une réunion qu'on a organisée pour l'ensemble du réseau des communicants de l'université et dans laquelle on a eu l'intervention de notre VP numérique à nous, hein, qui est un copain de celui qui était là tout à l'heure, et qui nous a présenté des graphiques extrêmement clairs, nets et précis sur l'empreinte écologique de l'IA, notamment sur la génération d'images, qui est à peu près 70 fois plus importante que la génération de texte. Sachez que quand vous générez une image par IA, c'est comme si vous chargez votre téléphone portable de 0 à 100%. Donc c'est une empreinte non négligeable, surtout qu'on fait plusieurs essais avant d'arriver à quelque chose. Et ça, il faut quand même le garder en tête également et ne générer que ce qui est évidemment très utile et efficace. Alors, quand je vous disais que j'ai testé l'IA dans mon métier, alors mon métier, rappelez-vous, c'est de prendre avec un chercheur un contenu scientifique très compliqué, très ésotérique, et puis de le porter à la connaissance du public de la façon la plus simple, mais la plus juste possible en même temps. Et il y a plusieurs choses qui aident là-dedans. Parce que moi, je suis spécialiste de rien. J'ai une formation de lettres classiques, je le rappelle au début, donc pas scientifique du tout, même si j'étais passionné de sciences. Et donc autant je peux parler avec n'importe quel scientifique et lui poser les questions du naïf, autant je ne suis pas expert dans les domaines en question. Donc évidemment, il y a l'idée de faire valider tout ce que je produis, ça va de soi. Mais il y a aussi l'idée en amont de ne pas poser n'importe quelle question scientifique pour ne pas passer quand même pour le couillon qui arrive en disant « Ah, mais moi, je croyais que… » Oui, ben non, parce que sinon, le scientifique, il passe 15 minutes à vous expliquer « Ben non, que ce n'est pas comme ça que ça marche la vie dans sa discipline. » Vous perdez du temps et vous perdez en crédibilité également. Donc, la culture scientifique est super importante. Et la culture scientifique, c'est quelque chose qui se construit avec le temps, ça se construit avec l'expérience, etc. Et donc là, j'ai fait un petit test de culture scientifique pour l'IA, parce que je suis encore une fois pas spécialiste de tout, et il y a des domaines sur lesquels j'aimerais bien, quand je vais rencontrer quelqu'un qui est spécialiste en génétique moléculaire, j'aimerais bien avoir, par exemple, un petit résumé de ce qui s'est passé dans les 150 dernières années. Allez, rapidement, comme ça, en 15 lignes, s'il vous plaît. Alors j'ai évidemment testé sur quelque chose que je connais bien, puisque j'étais médiateur en astronomie et astrophysique, et j'en profite pour faire avec vous un tout petit moment d'astronomie dans cette période où on est un peu en doute sur les choses fondamentales. Vous savez qu'on est au musée des Arts et Métiers, juste de l'autre côté de la porte, là, de l'amphi, il y a une porte issue de secours. En fait, derrière, vous avez les collections du musée qu'on pourra aller visiter derrière, et vous avez la preuve de la rotation de la Terre sur elle-même, le pendule de Foucault. Vous pouvez aller l'observer, vous pouvez aller voir tourner la Terre en observant ce pendule de Foucault. Bon, déjà, si vous demandez à un élève ou un lycéen la preuve de la rotation de la Terre, il va déjà avoir un petit peu de mal à retrouver les choses, parce que pour aller voir le pendule de Foucault, il faut qu'il y ait un pendule de Foucault dans le coin. Il n'y en a pas 36, il y en a un ici, il y en avait un au Panthéon aussi, il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc ça c'est la première chose. Mais aussi autre chose qu'on oublie un petit peu, c'est la preuve de la révolution de la Terre autour du Soleil. Très simple ça aussi. Tout le monde sait que la Terre tourne autour du Soleil. Mais qui a vu la Terre tourner autour du Soleil? Et si je vous demande de me citer la preuve de la révolution de la Terre autour du Soleil, ben vous n'allez pas pouvoir, parce qu'en fait, ce n'est pas dans le programme. Ce n'est pas dans le programme au collège, au lycée général. Ce qui veut dire que si quelqu'un sur un réseau social, un jeune par exemple, se voit indiquer l'inverse, se voit promouvoir l'inverse par quelqu'un d'extrêmement influent, en qui il va avoir confiance, ben il va être retourné comme un gant puisqu'il n'a pas la preuve pour répondre. Donc je voulais qu'on regarde ça un petit peu ensemble, et j'ai posé la question à ChatGPT, justement, j'ai demandé, peux-tu me donner la première preuve observationnelle de la révolution terrestre? On est en culture scientifique là. Le but du jeu, c'était, je voulais vérifier la fiabilité de l'information, et notamment la chronologie. La chronologie des découvertes, c'est capital pour comprendre un fait scientifique. Un résultat scientifique, ça vient toujours d'une histoire, ça vient toujours d'une construction. Et donc les choses se font dans l'ordre. En l'occurrence, je lui demandais la première preuve observationnelle. Et donc, voilà ce qu'il me répond. Bonjour, la première preuve observationnelle de la révolution terrestre, 1838, Bessel, la parallaxe. Bon, j'ai horreur de donner des mots sans donner l'explication. Donc si tu veux passer à la diapositive suivante, on va faire une petite expérience ensemble. La parallaxe, juste celle d'avant, ouais, juste la première, voilà, merci. La parallaxe, pour ceux qui auraient oublié ce que c'était dans leur cours de physique, c'est très simple à faire. Vous prenez votre doigt, vous le mettez au bout de votre bras, allez-y.
vous fermez un œil, vous regardez votre doigt et vous regardez ce qu'il y a derrière. Vous fermez cet œil-là, vous ouvrez l'autre, et ce n'est pas la même chose derrière. On est d'accord? C'est pareil pour la Terre. Regardez la Terre là. Sur ce schéma que j'ai emprunté aux éditions Larousse, le copyright est là, vous avez la Terre à un moment de son orbite autour du Soleil. Si vous visez une étoile proche sur le fond des étoiles lointaines, vous la voyez qui se détache donc sur le fond de ces étoiles-là. Si vous attendez 6 mois plus tard, la Terre est de l'autre côté par rapport au Soleil. Vous revisez l'étoile proche, et bien elle va apparaître derrière d'autres étoiles. D'accord? Donc c'est relativement simple. Et si on observe maintenant les choses dans un télescope, voilà, c'est possible, ça donne cette petite ellipse sympathique. Au cours de l'année, si vous faisiez un film en observant tous les soirs la position de l'étoile par rapport aux étoiles derrière, cette étoile proche, eh bien vous auriez l'impression qu'elle se déplace sur le fond des étoiles plus lointaines. C'est ce qu'on appelle la parallaxe. Alors il y a un petit problème avec la parallaxe. J'ai emprunté un Lion 2, une pièce de 10 centimes. Hélène de Lion 2, merci beaucoup. Cette pièce de 10 centimes, elle mesure 2 cm. Cette pièce de 10 centimes, vous la voyez déjà assez mal. Imaginez-la maintenant à 5 km de distance. Je crois que c'est à peu près au niveau de l'Arche de l'éléphant, c'est un petit peu plus loin. Eh bien, pour observer la parallaxe, il faut être capable d'observer le diamètre de cette pièce comme si elle était à 5 km de distance. Autrement dit, il faut des télescopes balèzes. Donc effectivement, en 1838, on a observé cette parallaxe parce qu'on avait les télescopes balèzes. Mais ce n'est pas la première preuve de la révolution terrestre autour du Soleil qu'on a observée. Justement, j'ai demandé, comme moi je connais le truc, j'ai demandé à ChatGPT, et que fais-tu de l'aberration stellaire, qui est effectivement la première preuve observationnelle? Et voilà, bien sûr. Hein. Et puis vous observez la façon dont j'ai posé la question. Et que fais-tu de l'aberration stellaire? Je n'ai pas demandé, et c'est n'importe quoi, etc. Il a été capable de comprendre que je le revoyais dans les cordes, et voilà ce qu'il répond. Tu as raison. Ah oui, merci. L'aberration stellaire est une preuve observationnelle, et elle a été découverte avant la parallaxe stellaire. Alors, celle-là, je vais peut-être passer l'explication, mais elle est relativement simple aussi. Tiens, tu peux afficher le schéma qui vient derrière. On peut l'expliquer par une analogie. En fait, la lumière d'une étoile semble dévier par rapport à nous à cause du mouvement de la Terre sur son orbite. C'est un peu la même chose qu'avec un parapluie. Si vous êtes immobile sous la pluie, en imaginant que la pluie, c'est la lumière de l'étoile, la pluie vous semble tomber verticalement sur vous s'il n'y a pas de vent. Par contre, si vous commencez à courir et si vous gardez le parapluie au-dessus de vos têtes verticales, vous allez vous faire tremper. Parce que pour l'observateur, c'est-à-dire pour la personne qui court, il faut pencher le parapluie en avant pour être dans la direction des gouttes de pluie qui arrivent. C'est pareil pour la révolution de la Terre autour du Soleil. Si vous braquez votre télescope sans tenir compte du mouvement de la Terre, eh bien vous ratez l'étoile. Il faut l'incliner un petit peu plus. Donc, et pourquoi cette preuve a précédé la première? Parce que cette observation-là, si vous l'observez sur le fond des étoiles, c'est 20 fois plus grand que l'autre. Autrement dit, c'est beaucoup plus facile à détecter avec des télescopes moins performants. Et voilà pourquoi ça date de quasiment un siècle avant, même plus d'un siècle avant, parce que même avec les télescopes d'un siècle avant, on était capable d'avoir cette résolution-là. Et pour la parallaxe qui est 20 fois plus petite, il a fallu attendre des télescopes plus évolués. Et vous comprenez que ChatGPT, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que reprendre la base de données existante. Donc, pour la majeure partie des gens qui ne sont pas complètement tordus de l'astronomie comme moi, eh bien, pour les gens, la parallaxe, ça suffit. C'est une preuve suffisante. Mais ChatGPT est absolument incapable de faire le lien avec cette histoire de compétences, de capacité de télescope et d'expliquer la logique qu'il y a derrière leur chronologie des découvertes, qui est pourtant capitale pour comprendre les choses. Donc, voilà, et il termine son explication par cette phrase que j'ai soulignée en gras parce que j'adore. L'aberration stellaire a ainsi fourni une preuve solide bien avant la mesure de la parallaxe stellaire par Bessel. Donc, il l'affirme exactement comme s'il l'avait dit dès le début et qu'on ne l'avait pas dit « Hey, oh, tu es en train de te planter là ». Donc ça, c'était le 1er juillet 2024. Comme je suis curieux, j'ai refait l'expérience exactement hier. Voilà ce que ça donne la deuxième fois. Donc, même erreur. Donc, quand on dit qu'il apprend de ce que vous lui dites, pas du tout. Par contre, regardez la dernière phrase. Merci d'avoir mentionné l'aberration stellaire. Elle est en effet cruciale dans l'histoire des preuves de l'évolution stellaire. Petit smiley. Il y a un smiley maintenant. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'en gros, c'était oups, surtout. Alors, je ne sais pas comment réagir émotionnellement à un truc comme ça. Si j'imagine qu'en face de moi, j'ai un interlocuteur, je dis, mais couillon, là, oh. C'est pas, tu essaies de m'embobiner en faisant un compliment et en me saluant, mais en fait, derrière, tu t'es quand même bien planté. C'est ça que je veux dire. Donc, vous voyez pourquoi, dans mon métier,
je ne peux pas m'appuyer sur l'IA pour augmenter ma culture scientifique alors que la base de données d'entraînement est géniale. Il y a toutes les publications scientifiques, il y a toute la vulgarisation scientifique qui se présente sur Internet, et pourtant, quand je vais chercher quelque chose de relativement précis, parce qu'il faut que je sois précis avant de rencontrer un chercheur dont ça fait 10 ans qu'il travaille sur un sujet, eh bien, je ne peux pas m'y fier. C'est la première chose. Deuxième chose. Oui, merci. En fait, l'aberration stellaire. Je vous l'ai expliqué vite avec l'analogie du parapluie, et vous savez que l'analogie pour expliquer quelque chose de complexe en sciences, ou d'ailleurs ailleurs, c'est toujours limité. Il y a toujours, c'est valable jusqu'à un certain degré. Et le problème, c'est que quand vous creusez l'aberration stellaire, quand vous essayez vraiment de comprendre, il faut aller sur la relativité restreinte de M. Albert Einstein. Donc là, on rigole plus du tout. Et alors, je ne dis pas que je maîtrise la chose, hein, rassurez-vous, mais en tout cas, je demandais un petit peu à ChatGPT justement d'aller un petit peu plus loin et de me citer un article scientifique qui analyse ce rapport entre aberration stellaire et relativité restreinte, parce que moi, je ne le maîtrise pas. Et pourtant, je voudrais bien savoir un petit peu. Donc ChatGPT, en vulgarisant, il pourrait m'expliquer le truc. Et donc, je lui demande notamment un exemple d'article scientifique que je peux aller consulter pour en savoir plus. Parce que moi, comme je vais travailler avec les chercheurs, mon matériau de base, c'est l'article scientifique. Et il me donne les références d'un article. Alors donc, regardez le titre. Attends, reviens en arrière juste, sinon tu me spoil le truc. L'article, c'est génial. C'est Aberration et principe de la relativité, par deux auteurs qui sont connus pour l'un en matière de vulgarisation et pour l'autre en matière de recherche, pas de problème, publié dans le journal et l'année. Super. Je vais donc chercher l'article, qui n'existe pas. ChatGPT a inventé une référence. Alors que je lui ai demandé quelque chose de précis, il m'a inventé une source. Mais c'est normal, c'est normal. Il veut répondre à mon attente. Donc, il me sort quelque chose de probable. Donc, c'est vraiment pour vous dire, là, cet exemple-là, moi, ça m'a vraiment fait rire. Je dis, OK, mon boulot, ça va, c'est bon, il va durer encore quelques temps. ChatGPT vous sort du vraisemblable, du probable, pas du vrai, d'accord? Et il invente, on le sait, hein, l'IA hallucine, bah là c'est très clairement hallucinant au sens propre du terme, et il vous invente une référence scientifique qui est parfaitement crédible. Les deux auteurs existent. Ils ont travaillé ensemble sur un ouvrage de vulgarisation, jamais sur cet article-là. J'ai passé 30 minutes à remonter le truc. Pourquoi il a fait cette référence-là? C'est logique, c'est plausible. C'est plausible. Simplement, il a fait du plausible à partir de ce que je lui demandais. Il y a un article sur Epsilon, la revue Epsilon que vous connaissez peut-être, qui est sortie récemment et qui est en accès libre. Je n'ai pas mis la référence là, le titre, vous allez le trouver facilement, c'est l'IA, et maintenant elle nous ment. Pourquoi elle nous ment, l'IA? Parce que quand elle attend qu'elle nous ment, quand elle devine qu'on voudrait qu'elle mente, eh bien, elle nous ment assez facilement. Elle peut manipuler la personne qui pose la question et elle peut volontairement dissimuler une information ou le modifier. Quand je dis volontairement, attention, je fais de l'anthropomorphisme, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas du tout une source fiable, l'IA. Et donc nous, si on commence à avoir nos contenus publiés sur des sources fiables qui se mélangent avec les sources de l'IA, mais quelle bouillie ça va donner? Quelle bouillie ça va donner? Donc voilà, donc c'est vraiment une question qui se pose. Voilà, et je termine juste avec les questions d'illustration. Parce que quand on fait un article de vulgarisation, il y a deux possibilités. Soit on prend un visuel scientifique, on le vulgarise avec le chercheur, ça demande du temps, etc., et on le publie dans l'article. Soit on se contente d'une image d'accroche qui va évoquer le sujet, comme ici. Et donc là, on est vraiment tenté de faire une génération par monsieur Adobe Firefly, là, le pirate, là. Voilà, Firefly, le pirate. Voilà, c'est pas le meilleur en plus. Eh bien, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire. Vous voyez là, j'ai deux exemples, deux variations, puisqu'il donne 3 variations pour chaque génération, l'une de juillet et l'une de novembre. Eh bien, j'ai pas envie. J'ai pas envie. C'est très difficile de trouver des images libres de droit d'enfants sur Internet, et forcément. Donc, est-ce que j'ai envie de créer un enfant synthétique et de le présenter au lecteur ou pas? Ben alors là, je vais vous dire, c'est vraiment émotionnel, j'ai pas envie. C'est juste ça. C'est que déjà, le coût écologique de la génération d'images, et puis, à ce moment-là, je vais trouver autre chose. Je sais pas, je vais chercher avec le chercheur, mais il y a quelque chose en moi qui bloque d'utiliser un enfant synthétique pour illustrer ça, alors que ça serait vraiment l'illustration rêvée, typiquement. Moi, je vais prendre, je sais pas, presque ma fille, à la limite. Je vais dire, tiens, prends un smartphone et puis dors moins, et puis voilà. Je trouverais ça presque à la limite plus éthique de manipuler ma fille pour lui faire une photo que de ça. Non, je rigole. Mais si vous voulez, voilà, il y a un problème là. Regardez les images qui sont générées quand même. Les premières ont des défauts. Celle de gauche, en haut à gauche, clairement, il y a les problèmes de mains, de bras, etc. Hein, on est d'accord que si on zoomait, voilà, on verrait qu'elle est complètement bizarroïde. Les trois du bas sont beaucoup plus crédibles.
Elles sont beaucoup plus crédibles. Il y a un jeu sur les effets, sur les lumières, sur les ombrages. Enfin, ça, tu pourras en parler beaucoup mieux que moi. Et ça serait utilisable à la limite. Et là, c'est vraiment plus la boussole éthique qui fait que, non, j'ai pas envie d'utiliser ça. Mais voilà, là, j'avoue que là, à la différence d'avant où j'avais des arguments rationnels, là, c'est vraiment l'humain qui parle. J'ai pas envie. Voilà. Merci. Peut-être qu'avant de passer aux questions, on a abordé aussi le lien avec, j'ai envie d'appeler ça la problématique RH. C'est-à-dire que comment nos établissements... y a-t-il un risque, selon vous, que, si on se projette à 10-15 ans, on veuille nous remplacer par de l'IA dans le service public? Voilà. Et comment on peut anticiper ces problématiques-là aujourd'hui? Je vais peut-être jouer les Cassandres, mais je pense que le risque, c'est pas 10 ans, c'est avant. Et ensuite, là, la problématique, pour moi, ça va vraiment être directement avec des chercheurs en sciences humaines, des psychologues, etc., expliquer sur des plans qui peuvent être peut-être plus compréhensibles pour les gens qui vont faire des prises de décision. Sur le plan économique, mettre énormément de gens au chômage, ça peut déstabiliser une économie, déstabiliser un pays, et il faut vraiment réfléchir de comment faire avec une société où potentiellement on va avoir un niveau de chômage qui est démentiel. Est-ce qu'on peut tenir une société uniquement avec des plombiers et des gens qui travaillent dans le cirque? C'est ça la grande question. Et d'ailleurs, les robots finiront d'ailleurs par peut-être être dans le cirque et peut-être être des excellents plombiers. Donc il y a des questions économiques de qu'est-ce qu'on fait d'une population qui est au chômage, et ensuite des questions même de l'ordre, on peut aller très loin, même de l'ordre philosophique. C'est-à-dire que est-ce qu'un être humain, est-ce que c'est sain pour un esprit humain de ne pas être en contact avec différentes personnes? Est-ce qu'on peut imaginer des villes où tous les supermarchés sont avec des caisses automatiques, où dès que vous avez besoin d'un service, vous allez avoir un chatbot comme on peut en avoir à Gare du Nord? Est-ce que l'être humain a envie d'être face à des écrans tout le temps? Est-ce que c'est plaisant? Est-ce que si jamais il y a une panne informatique, on se retrouve face à un mur? Ça aussi, c'est à prendre en compte. Et ce sont des questions qui, encore une fois, on est sur toujours un double discours. Un, ça arrive très 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 vite, tellement vite. Et deux, il faut quand même penser au long terme. Et en fait, c'est un discours qui est compliqué à expliquer, à dire aux gens, il faut penser sur le long terme, mais en même temps ne pas freiner. Et voir que si on remplace, quelles seront les conséquences. Parce que là, on est en terrain incognita. C'est que techniquement, oui, on peut remplacer, on peut faire des choses, mais comme ça a été montré juste avant, c'est pas stable. ChatGPT est pas stable, les logiciels ne sont pas stables, et on est à la merci complètement de logiciels qui sont développés par des Américains ou par d'autres pays. Donc on met l'intégralité de nos informations à la merci d'une puissance étrangère, même si elle est alliée à nous. Et s'ils modifient leurs droits, ils ont tout à fait le droit de le faire. Il y a des modifications des mentions légales tout le temps. Vous avez souvent des alertes, vous cliquez dessus, c'est marqué, au fait, on a modifié nos paramètres, machin chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en place au niveau de nos décideurs, de nos employeurs, en expliquant que sur le court terme, c'est super. Oh là là, on va faire tellement d'économies à dégager toutes ces personnes. C'est super, on peut vraiment réduire les équipes. On peut. Oui, mais à la fin, il ne reste rien. C'est ça, et c'est quelque chose à vraiment expliquer. Le long terme dans le court terme. On évolue quand même dans un contexte économique un peu compliqué, donc Julien t'en parlait tout à l'heure, donc c'est sûr que ça va certainement peser aussi dans l'appropriation de l'outil. Moi je pense que la clé c'est vraiment de se former pour qu'on soit nous en capacité d'expliquer comment on peut l'utiliser et comment et quand on ne peut pas l'utiliser, que ce soit avec nos interlocuteurs en interne ou autres. Donc moi je pense que c'est vraiment la clé de se former et bien comprendre les enjeux et là où on met les pieds. Après moi globalement je pense qu'il y a une question aussi
qui dépasse l'IA, mais finalement l'IA permet aussi de se la reposer, c'est cette question de sobriété dans nos services com. Ok, l'IA peut nous permettre de produire plus, mais est-ce qu'on est vraiment dans cette dynamique? Est-ce qu'on doit vraiment l'être? Moi, je pense que non. Je pense qu'il y a vraiment des discussions qui se sont ouvertes et qui sont très bénéfiques sur ce point-là. Produire plus, à mon sens, c'est pas la clé. Produire mieux et choisir le contenu qu'on va produire et les informations qu'on va mettre en avant, à mon avis, c'est là où il faut aller. Donc c'est vrai que l'IA peut avoir ce risque finalement de mettre un peu à mal toutes ces discussions qui sont nées depuis quelques années sur cette sobriété. Alors je ne parle même pas de la sobriété écologique, mais voilà. Donc c'est vrai que je pense qu'au-delà de l'IA, il faut quand même rester toujours sur cette discussion de pourquoi on communique et est-ce qu'il faut le faire plus ou mieux. Et encore, j'aime pas dire mieux parce que ça sous-entendrait qu'on le fait pas bien, mais de façon différente et plus sobre peut-être en termes de volume de contenu. C'est vrai que ça répond à cette problématique à laquelle on est confronté depuis quelques années. On doit faire plus de vidéos, être sur tous les réseaux. Donc effectivement, l'IA paraîtrait peut-être une solution à très court terme, encore une fois, voilà. Ouais. Mais donc il faut rester vigilant. vigilant. Pas dans ce piège, vers lequel tout nous pousse, j'ai envie de dire. Il y a ça. Et comment, en espérant que nos décideurs s'en emparent, parce qu'on entendait ce matin la DGS, elle avait l'air plutôt dans un axe de sobriété. Est-ce qu'on est sûr que tous auront ce point de vue? C'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu. Je sais pas. Alors, comme scientifique, il y a un enjeu que je qualifierais directement de démocratique, on va y aller comme ça, mais qu'on retrouvera aussi dans nos autres métiers, nos autres facettes du métier, qui est la création quand même du commun. Et je trouve qu'on a un risque énorme là. C'est que l'IA, pour moi, c'est vraiment l'outil qui n'est pas un outil qui bénéficie sans travail énorme au collectif. C'est un outil qui est fait pour répondre aux besoins de l'individu. Tu disais, l'artiste en herbe qui sommeille dans chaque enfant qui tripote un smartphone et qui voit tout de suite le truc qui lui arrive, voilà. Pour arriver à faire des productions de l'IA un bien commun, c'est un vrai travail, parce que c'est pas fait pour ça en fait. C'est fait pour répondre à des prompts individuels à la base. Donc transformer ce travail de prompt individuel, de demande individuelle en réflexion sur ce que c'est que la demande, quand je dis prompt c'est au sens général, demande à l'IA qui puisse ensuite revenir au collectif, c'est toute une réflexion. L'IA, j'ai été tenté un moment parce que vous savez qu'on est quand même, on baigne dans un milieu informationnel où l'infox se répand de plus en plus. Et moi, mon souci, c'est au contraire d'essayer de saturer le milieu par de la parole scientifique, rationnelle, qui repose sur des faits, voilà, sur du commun, sur ce qu'on appelle la science, qui est vraiment un ensemble de faits sur lequel il est difficile de négocier. Genre la gravité, vous pouvez essayer de négocier, sauter où le plus haut vous pouvez, vous allez retomber sur vos fesses quand même. Et donc l'idée, ce serait vraiment de répandre ce discours-là. Et en fait, ça ne marchera pas. La seule façon dont ça peut marcher, c'est de former, et c'est ce que je fais, des jeunes scientifiques à prendre la parole. Et du coup, l'IA, là, sera plus ça sera plus quelque chose qui risque de fractionner encore plus la société, on le voit bien. Tu disais, je entendais dans la conversation, je crois que c'est Tiffany qui disait ça, que les gens utilisaient ça comme un assistant personnel. Comment je dois m'habiller le matin, qu'est-ce qu'il faut que je mange le soir quand je rentre, etc. Ça enferme chacun dans une espèce de bulle, et voilà, créer du commun à partir de l'IA, c'est tout un travail qui nous appartient en fait, quelque part, si on veut s'en saisir, et ça ne se fera pas en 2 secondes. Oui, ou alors on part comme plutôt dans le privé, où ils créent leur propre IA interne. Voilà, dans les boîtes privées, c'est ce qui commence à se faire. Il y a quelque chose aussi, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est le fait que nous ne sommes pas dans un marché qui est fermé. C'est-à-dire que même en faisant une IA de notre côté, elle n'aura pas une grande force de frappe, même avec toute l'énergie de la France, par rapport même à une IA européenne, et je ne parle même pas d'une IA chinoise ou d'une IA américaine. Et c'est un petit peu une problématique, je pense, qu'il faut vraiment voir en premier lieu, c'est comment faire dans un monde ouvert pour pouvoir avoir des valeurs qui, malheureusement, sont reléguées au second plan, comme l'éthique, comme la qualité, comme l'écoute. C'est un petit peu la problématique pour moi des ventes type Temu ou de sites où en fait on va proposer des choses à très bas coût, de mauvaise qualité,
mais qui vont être plébiscités par le plus grand nombre. Et malgré des acteurs locaux français, par exemple, qui vont proposer des produits de très grande qualité, qui vont avoir une longue durée de vie avec des droits qui sont garantis pour les employés, au final, les gens vont dire, bon bah voilà, j'ai pas d'argent, je veux quelque chose de rapide, je veux quelque chose de cool, qui change tout le temps, je vais aller sur Shein et je vais me commander 10 pulls parce que voilà quoi. Et c'est un peu la problématique d'être dans un système qui est ouvert. C'est-à-dire qu'on pourra arriver avec un système qui est un peu difficile à prendre en main, avec une interface qui n'est pas très jolie, qu'il va falloir vraiment former, mais cette IA française qui est éthique, qui est solide, qui est propre, malheureusement, je pense qu'une grande majorité des gens vont dire « Ah là là, ChatGPT, c'est tellement rapide. Ah, puis l'interface, elle est vraiment cool. Et puis, il fait des petits smileys quand il nous parle. C'est comme si on avait un être humain en face. » Moi, je vois des gens très très jeunes, de 13-14 ans, qui parlent à ChatGPT. Et il y a déjà des bouts, des bouts conversationnels qui peuvent être tes amis, qui peuvent être etc. Ça arrive, ça se met en place et c'est pas du tout réglementé. Et même si on met des règles en France, dans les autres pays, c'est pas le cas. C'est le Far West, absolument. C'est vraiment le Far West et c'est très compliqué d'avoir une éthique là-dedans. Voilà. Le mot de la fin, non? Ah bah alors. Je pense qu'on va passer aux questions, ouais, du coup. N'hésitez pas à nous dire si vous, dans vos établissements, vous avez aussi commencé à introduire de l'IA dans vos pratiques. Ouais, et du coup, on a peut-être aussi, nous, une forte responsabilité à ne pas céder finalement à la tentation de dire oui, je te fais ton site en 10 secondes, là où en fait on devrait dire ça. non en fait. Et pourquoi je te dis non? Parce qu'en termes de stratégie de com, ça n'a pas de sens. Voilà. Mais c'est oh oui, mais bon, on peut essayer. Est-ce que vous, dans vos établissements, c'est des problématiques qui deviennent vraiment concrètes ou on est encore au stade de l'expérimentation individuelle, on va dire, là-dessus?
oui, c'est...
Et ce qui change en plus, c'est qu'on est habitué à Google à poser des questions qui sont très courtes avec quelques mots-clés, là où en prompt, en fait, plus il va être détaillé, plus la réponse sera censée, ouais. Je peux vous poser une question? Moi, ça m'intéresse de savoir comment vous en êtes venu à l'idée d'utiliser l'IA pour l'intranet, parce que pour le coup, l'intranet, c'est un chantier pour beaucoup d'entre nous. Et quand tu dis on garde le contrôle, comment tu es sûr qu'on garde le contrôle sur l'IA, justement? C'est intéressant. Parce qu'on avait l'air, on n'était pas.
Non, j'aurais juste une question, c'est qu'effectivement, il y a tout ce process qui est mis en place qui est très intéressant. Et est-ce que vous allez mettre en place directement des questionnaires et des témoignages auprès de vos élèves, des utilisateurs? Parce que il me semble, j'ai déjà vu ça plusieurs fois, qu'on va énormément théoriser en haut, à très très haut niveau, avec des décideurs, avec des spécialistes en IA. Et on va oublier en fait que les principaux intéressés, comme il a déjà été dit, vont avoir des habitudes qui vont être sur des réseaux comme TikTok ou des demandes et des questions qui vont parfois être complètement, impossibles à définir ou complètement à côté de ce qu'on pense en haut qu'ils ont besoin. Typiquement, moi, j'ai déjà travaillé avec des étudiants et il y a un vrai besoin d'écoute. Une sorte de grande nounou où en fait les étudiants qui sont beaucoup dans des situations compliquées vont avoir besoin d'avoir une personne en face qui va littéralement les prendre par la main et les amener au service. Et je pense que c'est intéressant d'avoir des chatbots, d'avoir des IA, etc. Mais qu'il y a aussi une vraie demande de tout simplement des accompagnants humains et qu'il y a des questions qui sont parfois un petit peu bizarres et qu'on ne va pas forcément prendre en compte dans un cursus universitaire qui peuvent être de l'ordre, par exemple, du logement ou de la nourriture, qu'il faut aussi prendre en compte dans l'accompagnement des étudiants. Et que c'est ça où on peut vraiment tirer notre carte du jeu, c'est en mettant notre expertise humaine, selon moi. Pour faire le lien, récemment, il y a eu un article dans Brief Magazine de Franck Coffino qui parlait de l'IA, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Et à la fin, il concluait en disant, moi, voilà, il était très frileux sur l'utilisation de l'IA, sauf justement pour faire de la veille et analyser notamment sur les réseaux sociaux ce que disent les étudiants, les commentaires, donc tout ce qu'on n'a pas le temps de faire nous, et justement réussir à avoir cette espèce d'analyse de nos publics qu'on n'a pas le temps de faire. Et voilà, je laisse une ouverture là-dessus, mais c'est peut-être un autre axe. Et peut-être un dernier aspect dont on n'a pas parlé, c'est aussi l'événementiel, puisque l'IA peut être utilisée aussi parfois pour aider sur des tâches d'inscription, comme ça. C'est un des aspects dont on n'a pas parlé par rapport à nos métiers. Je te laisse la parole, Joanne, pour conclure. Ça y est. Je dirais un mot de la fin. Non, peut-être le mot de la fin, c'est l'IA. Un outil, et voilà, c'est l'IA un outil, mais pas une fin en soi, quoi. Voilà. Non, moi, c'était le mot de la fin de la journée. C'est pour ça. Là, encore une fois, si quelqu'un, j'ai vu qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont dû nous quitter pour les trains. C'est pour ça que je me suis permise de me lever en me disant que c'était peut-être le moment. Merci beaucoup à tous les quatre. Bravo Elsa pour cette animation hors pair. On a de la chance. Merci aussi Eric tout à l'heure pour toutes ces adaptations
Non, parce on se faisait la réflexion que parfois on a fait appel, et c'est pas un message pour Caroline, je ne sais pas si elle est encore là. Non, elle n'est pas là, Caroline. On a déjà fait appel, si, pardon. Ah oui, oui. Oui, oui. Qu'on a déjà fait appel à des journalistes de l'AEF, par exemple, ou ailleurs, pour animer nos tables rondes. Et là, on s'était posé la question, et faute de temps, on l'a pas fait. Mais je trouve, je ne sais pas si vous en conviendrez, qu'on a quand même eu des super animateurs aujourd'hui. Donc voilà, déjà, je voulais le souligner, parce que c'est pas forcément un exercice facile. Enfin, je pense que vous le savez tous, on est plutôt dans l'ombre, généralement. Et là donc, merci Elsa, bravo Elsa, merci Eric aussi. Merci à toutes et à tous pour votre attention, vos remarques, vos participations. On a pu échanger aussi dans les temps moins formels. Ainsi s'achèvent ces rencontres d'automne de Como Sup. J'espère que le programme vous aura plu. On a déjà noté quelques petits sujets qu'on peut égrener, prolonger en ligne. Pourquoi pas faire un webinaire, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure avec Alexandre, qui s'est proposé. Donc, si jamais vous avez des idées, des attentes pour continuer sur ce sujet, n'hésitez pas à nous les faire remonter pour qu'on essaye d'organiser quelque chose. Et notre prochain rendez-vous humain IRL, c'est le 5 et 6 juin à l'Université de Strasbourg. Nous serons accueillis par Stéphanie. Voilà, donc vous pouvez déjà noter la date dans votre agenda. On ne sait pas du tout encore de quoi le programme sera fait. On va peut-être demander à l'IA de nous pondre une proposition. Mais là aussi, si vous avez des idées, des attentes, n'hésitez pas, que ce soit sur le fond ou sur la forme, si vous voulez visiter des lieux ou découvrir les merveilles gastronomiques alsaciennes. On essaiera de concocter un programme au petit oignon. Voilà, merci à toutes et à tous. Bon retour, bon voyage, bon week-end, bonne fête de fin d'année, joyeuse Pâques, tout ça. Voilà. Je crois que vous avez de la chance, vous êtes les seuls à avoir eu un enregistrement jusqu'au bout, dis donc, sans que ça saute.